la venue des démocrates au pouvoir avec le président Joe Biden, je crois que c'est une excellente chose. Parce que les États-Unis, c'est un pays démocratique, mais force est de constater que historiquement, lorsque les démocrates viennent au pouvoir, ils sont plus regardants sur les questions de démocratie, les questions de droits de l'homme, que les républicains. Ils sont également plus intéressés sur ce qui se passe dans le reste du monde et singulièrement en Afrique que les républicains. Donc, leur venue au pouvoir est une bonne chose, étant entendu qu'à tous égards, nous devrions en toutes choses compter sur nous-mêmes. L'Afrique doit pouvoir compter sur elle-même pour son développement aussi bien économique, social que dans l'ancrage de la démocratie sur le continent. Je pense également que la leçon principale qu'on peut tirer de ce que nous avons observé, c'est que ce qui s'est passé aux États-Unis confirme ce que le président Winston Churchill avait dit, à savoir que la démocratie est un mauvais système, mais c'est le moins mauvais de tous les systèmes politiques. Parce que simplement, c'est un système qui repose sur des règles, des lois acceptées par le peuple. C'est un système qui consacre le principe du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, c'est un système qui donne la primauté à la souveraineté du peuple. Et nous avons pu constater que malgré les insuffisances et malgré les difficultés pour les non-américains à comprendre entièrement le système de fonctionnement de la démocratie américaine, un fait reste indéniable, c'est que c'est un principe un système qui est fondé sur la prédominance, la primauté du peuple. C'est le peuple américain qui élit ses dirigeants, et cela selon les règles établies et consacrée par la Constitution depuis plus de 200 ans. Et nous avons pu constater que les républicains ont tenté de se prévaloir des lenteurs que nous avons observées et de certaines failles pour essayer de remettre en cause le système. Mais cela n'a pas été possible parce que c'est un système qui est fondé sur la solidité des institutions, sur la primauté de la souveraineté populaire. Et je voudrais m'attarder un peu plus sur le cas typique de Donald Trump. Il est à constater que c'est un homme d'affaires. Et c'est un homme d'affaires qui a très peu milité dans le parti républicain avant d'accéder au pouvoir.
Donc, c'est un monsieur qui, en réalité, a une culture démocratique limitée. Ce qui est prédominant chez lui, c'est la culture qui accourt dans le milieu des affaires. C'est-à-dire, j'ai mon capital, j'ai mes investissements, j'ai mon patrimoine, j'appelle les autres à venir travailler, donc je suis le maître absolu. Donc c'est cet autoritarisme qui prévaut dans le monde des affaires, qu'il a tenté de substituer à la limite aux principes démocratiques qui régissent l'Amérique. Donc vous avez pu constater qu'il ne veut pas respecter la souveraineté populaire. Il est prêt à mettre ça en cause parce que cela ne répond pas, la souveraineté, le peuple ne l'a pas suivi dans les dérives et dans l'image déplorable qu'il a donnée des États-Unis pendant son mandat. Et il faut dire que n'était-ce la solidité des institutions et de la démocratie aux États-Unis, il aurait pu entraîner les États-Unis dans une guerre civile, dans une contestation de la décision populaire. Et toute proportion gardée, on n'est d'ailleurs pas encore sorti de ce schéma. Mais ça ne peut pas se passer comme en Afrique parce que simplement, c'est un système qui consacre véritablement la souveraineté du peuple et où ce n'est pas les individus qui doivent être forts, mais c'est les institutions qui sont fortes. Donald, malgré son autoritarisme, ne peut pas s'imposer aux institutions américaines. Il ne peut pas s'imposer à la CIA, il ne peut pas s'imposer au Pentagone, il ne peut pas s'imposer à la justice et la manipuler comme cela se fait sous d'autres cieux. Et malgré sa volonté de contester, il y a un timing bien précis qui est arrêté depuis près de 200 ans. Le 20 janvier, je crois, c'est le 20 janvier, bon gré, mal gré, il va quitter la Maison Blanche. Bon gré, mal gré, les institutions ne vont plus lui rendre compte. Tout le monde va rendre compte à Joe Biden. Donc, ceci est une leçon importante pour l'Afrique. Nous devrons continuer à travailler pour que la démocratie soit s'ancre davantage dans nos pays, pour que nos institutions soient suffisamment fortes et démocratiques, pour qu'il n'y ait plus des retours en arrière. Enfin, le peuple doit être regardant à celui qu'il amène à la tête du pouvoir. Être regardant, c'est quoi? C'est ne pas céder à la génération spontanée. En politique, il n'y a pas de génération spontanée. Celui que vous amenez, vous devrez le connaître. Qu'a-t-il pu faire sur le plan démocratique dans le pays? Quel combat a-t-il mené? Le milieu dont il vient, dont il sort, c'est quelle culture qui est prédominante? Et c'est de n'avoir pas fait attention à tout ça là que nous avons connu le phénomène Trump qui a failli perturber un système qui existe et qui fonctionne harmonieusement depuis près de 200 ans. Nonobstant les insuffisances que nous avons observées, et ces élections-là, les élections qui ont eu lieu aux États-Unis et les élections qui se sont tenues en Côte d'Ivoire
et en Guinée-Conakry, c'est la lumière et l'obscurité. C'est le jour et la nuit. En ce sens que nous avons assisté à des élections aux États-Unis où le peuple a pu exprimer sa souveraineté. Nous avons assisté à des élections où un homme n'a pas pu s'imposer au système. En revanche, ce que nous observons en Guinée et en Côte d'Ivoire, c'est des hommes qui, en raison de la fragilité de la démocratie, en raison de la fragilité des institutions, se sont imposés au peuple. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou bien en Guinée, le principe de 2 mandats, point final, était acté. Mais c'est la volonté du président Ouattara d'un côté et la volonté d'Alpha Condé de l'autre qui ont imposé un 3e mandat qui est contre la Constitution. Donc, la comparaison doit nous montrer que nous allons, en Afrique, nous avons encore besoin de travailler davantage pour que la démocratie s'ancre dans nos mœurs, pour que nos institutions soient solides. Que nos institutions soient solides au point que un homme, aussi puissant soit-il, ne puisse pas s'imposer et manipuler à sa guise la Constitution. Donc, c'est cette fragilité-là, ce manque de solidité des institutions, c'est ça qui a permis à la Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry d'assister à cette mascarade électorale. Et c'est cette solidité des institutions et c'est cet ancrage de la démocratie qui a empêché Trump de réaliser la tentation qu'il a eue de copier ce qui se fait malheureusement en Afrique et sous d'autres cieux. Voilà. Et malheureusement, quand cela arrive, vous voyez, c'est le peuple qui est toujours victime. Vous avez vu les morts enregistrés en Guinée, vous avez vu les morts enregistrés en Côte d'Ivoire, et ce n'est pas fini. La répression se poursuit. La répression se poursuit. Et nous, les démocrates, nous devrions être solidaires du peuple ivoirien et du peuple guinéen en lutte, en réalité, pour la sauvegarde de la démocratie dans leur pays et le respect de la volonté populaire. Je pense que cette lenteur-là n'est pas le fait du hasard. Cela s'inscrit dans la cessation de la démocratie dans notre pays. Notre pays n'est plus un pays démocratique. Et c'est ce qui fait que c'est un parcours de combattants, surtout pour les partis véritablement de l'opposition, pour obtenir le récépissé, qui n'est qu'un document administratif. Donc, comme vous le dites à juste titre, nous avons satisfait à toutes les conditions pour pouvoir obtenir ce récépissé-là. Et la dernière rencontre, le ministre nous a encore opposé des diligences à réaliser. Nous lui avons montré que ces diligences-là n'existent nulle part
dans la charte des partis, encore moins, elles n'ont été opposées à aucun des partis qui ont demandé les récépissés à ce jour. Car en fait, il s'agit de manière centrale de faire des procurations par rapport à ceux qui n'étaient pas au congrès constitutif, à la réunion constitutive du parti, parce que le 6 juillet, là, il y avait 42 personnes à la réunion constitutive en raison de la pandémie du Covid-19. Donc, ils ont estimé que ces 42 personnes-là devraient avoir les procurations des 1000 autres qui n'ont pas pu venir au congrès. Vous convenez avec nous que ça n'existe nulle part et ça n'a jamais été opposé à un parti. Nous avons compris que c'est encore un mouvement pour retarder la délivrance du récépissé. Et ce qui est certain, et le ministre il a convenu de cela avec nous, mais finalement, nous avons convenu de satisfaire dans une semaine à cette nouvelle exigence en prenant le peuple béninois ainsi que l'opinion internationale à témoin par rapport à cet ultime effort non justifié que nous nous imposons par rapport aux exigences du ministère pour justement montrer toute notre bonne foi dans le processus que nous avons suivi pour pouvoir obtenir le récépissé. Le ministre a pris l'engagement et a même dit que, bon gré, mal gré, si nous apportons, nous satisfaisons à cette ultime exigence, qu'il va délivrer le récépissé. Nous prenons le peuple à témoin, l'opinion internationale à témoin, pour qu'elle puisse jauger une fois encore de notre bonne foi. Et nous n'avons pas manqué de lui dire que nos militants sont extrêmement agacés par cette lenteur qu'ils observent. Et que de ce point de vue, c'est donc de leur responsabilité par rapport à tout ce qui pourrait advenir si une fois encore ils se cantonnaient dans la ruse et la rage. La question des élections présidentielles à venir ne concerne pas que les démocrates. À notre sens, à nous, c'est une question qui concerne non seulement tout le peuple béninois, mais encore et surtout tous ceux qui se réclament de l'opposition. Parce que la question qui se pose est de savoir, est-ce que nous irons à des élections qui de toute évidence sont exclusives? Parce que le parrainage est, par rapport au présidentiel, ce que le certificat de conformité a été par rapport aux législatives. C'est le défaut de certificat de conformité qui a été brandi pour exclure l'opposition des législatives. Et nous avons vu tout ce que cela a engendré. Et aujourd'hui, c'est le parrainage qui joue ce rôle-là. Comment pouvez-vous, de manière raisonnable, exiger qu'un candidat de l'opposition soit parrainé
par des députés et des maires qui ont été élus contre l'opposition et à la faveur de son exclusion. Donc, poser ça comme principe, c'est déjà exclure l'opposition de la présidentielle de 2021. Je vous remercie. Je voudrais simplement dire deux choses. La première chose, c'est que ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui se passe en Guinée et en Côte d'Ivoire et ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays montre à suffisance que la démocratie, l'état de droit, les droits de la personne humaine sont une denrée fragile et susceptible d'être mise à mal à tout moment. Et c'est ce qui fait que nous avons assisté à cette triste situation au niveau de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, et que nous pouvons déplorer toutes ces morts qu'il y a eu. Alors que si la démocratie était appliquée, respectée, ça aurait été des moments festifs. Nous devrions tirer les leçons au niveau de notre pays et plus que jamais nous organiser pour exiger la restauration de la démocratie. Notre peuple doit faire preuve de fermeté. Est-ce que, après 30 ans de renouveau démocratique, il est prêt à aller à des élections qui constituent de toute évidence un déni de démocratie? À aller à des élections où une seule personne s'impose à travers des lois. Loi révisant la Constitution, loi relative au parrainage, etc., etc. Moi, je pense que le peuple doit faire preuve de fermeté et exiger la restauration de la démocratie et exiger la restauration de la démocratie avant de s'engager dans quelque élection que ce soit. Et j'en appelle au sens de responsabilité, d'équité et de sagesse du président Patrice Talon et son équipe, afin qu'ils constatent que le peuple ne les suit pas dans toute cette gouvernance entièrement fondée sur l'exclusion. Et que nous espérons qu'il n'est pas encore tard de faire machine arrière et de faire justice à tous ceux qui ont payé de leur vie l'avènement de la démocratie et qui ont payé de leur vie les premiers 2 mai la nécessité d'avoir des élections inclusives, paisibles et transparentes. Ils peuvent encore rendre justice à tous ceux-là en taisant leur ego et
en invitant tout le peuple, en invitant l'opposition à un dialogue national pour mettre tout à plat et voir comment aller dans la sérénité vers ces élections et comment vivre dans la paix et la concorde dans notre pays. Deuxièmement, par rapport aux démocrates et à l'opposition, je dis que nous devrions nous mettre ensemble et apprendre à notre peuple à être ferme et courageux dans l'adversité, à être ferme et courageux pour relever les défis qui sont les nôtres aujourd'hui en termes de pauvreté du panier de la ménagère, pour les défis qui, en résumé, se conjuguent en termes de 1. Restauration de la démocratie. 2. Restauration de l'état de droit. 3. Restauration des droits de l'homme et de la personne humaine. 4. Et ce n'est pas la restauration la moins importante, la restauration du panier de la ménagère. Nous souhaitons que toute cette restauration se fasse de manière consensuelle. L'opposition et la mouvance. Mais si la raison n'était pas entendue, eh bien, l'opposition devra prendre ses responsabilités et conduire ce mouvement de restauration avec le peuple, pour le peuple et par le peuple.